Là, je vois que le nombre se stabilise, donc du coup, je peux au moins commencer. Et puis après, je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont nous rejoindre. Avant d'introduire la table ronde en français, la conférence, je vais d'abord dire quelques mots à nos auditeurs et auditrices anglophones pour qu'ils puissent avoir accès à l'interprétation. So I will switch to English. I would like to give you more technical information to ensure that everyone can understand us as well as possible. The symposium is conducted in French and in English over the course of the week. And for that reason, we have simultaneous translation. If you have the latest version of Zoom, you should see a globe labeled interpretation next to the leave button at the bottom right of your window. When you click on that, you should see the option French or English, and you can also choose to mute the original audio. If you don't have the latest version of Zoom, please go to zoom.com, and it's very easy to update. It will take only a couple of minutes. So that's it. And je repasse maintenant donc au français. Donc pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 4e journée de cette conférence intitulée Justice Now, faire face à l'héritage colonial de l'Europe après le mouvement Black Lives Matter. Donc ma collègue Ama Edo, co-organisatrice de cette conférence, et moi-même sommes très ravis de vous accueillir lors de cette 4e journée qui va au cours de laquelle il y aura 2 tables rondes. D'abord, une première table ronde qui va commencer sous peu, dont le but est d'adresser la question du passé colonial de la Belgique et des inégalités structurelles qui sont en cours dans ce pays. Et puis, dans le cadre de la 2e table ronde, qui concerne beaucoup plus la même question, mais dans le contexte de l'Allemagne. Donc, l'objectif de cette conférence, comme nous avons pu le voir et l'entendre jusqu'à présent, a été de se demander dans quelle mesure nous avons affaire à de nouvelles opportunités, à un tournant dans l'histoire des discriminations raciales et de la gestion du passé colonial dans les différents pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Et lors de la première journée, nous avons pu entendre les premiers intervenants qui adressaient cette question à partir de différentes perspectives. Il s'agissait d'abord donc des questions des réformes sociales, de l'espace public, de l'environnement, de la coopération internationale. Lors de la 2e journée, nous avons fait un pas en arrière pour regarder les mouvements pour les réparations qui ont existé, enfin en tout cas qui se sont organisés dans l'histoire. On a pu entendre des intervenants nous parler des luttes pour les réparations dans le cadre des Caraïbes, dans le contexte des réparations demandées à la France plutôt, dans le cadre des réparations aux États-Unis et aussi les réparations qui concernent la restitution des artefacts culturels et des restes humains. Hier, on a fait un pas à côté et on s'est plutôt demandé dans quelle mesure, au niveau des organisations et des structures supranationales, les mobilisations récentes et les réponses des institutions, que ce soit l'Union européenne, au niveau des fondations, les Nations unies, dans quelle mesure il s'agissait aussi de portes qui étaient ouvertes où il y avait des leviers qu'on pouvait activer. Et ensuite, la 2e partie de la journée a consisté à se concentrer sur des contextes bien spécifiques. Et c'est dans ce cadre qu'on a eu une table ronde autour du passé colonial de la France et autour du passé colonial de la Grande-Bretagne. Et dans chacune des tables rondes, dans lesquelles les débats étaient extrêmement riches et extrêmement intenses, on a pu entendre plusieurs acteurs et actrices qui ont parlé du fait qu'effectivement, les mouvements récents, les mouvements de l'été dernier, de Black Lives Matter, ont à la fois constitué une lueur d'espoir pour eux et pour elles, mais qu'on assisterait maintenant à des contre-coups, à des backlash, comme on dit. Et je vous résume de façon extrêmement réduite la richesse des débats, mais c'est dans cette optique que nous voudrions lancer ces 2 prochaines tables rondes. Et nous sommes très ravis donc d'ouvrir cette table ronde sur la Belgique parce que, vous le savez, à plusieurs reprises, le
cas de la Belgique a été mentionné parce que la Belgique a mis en place ce dispositif assez particulier, assez ambitieux, qui est la commission spéciale chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Donc au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo. Avant de laisser la parole à Fiona Nziza qui va animer ce débat, voilà, nous voudrions vraiment essayer de comprendre dans quelle mesure ce dispositif, par rapport à l'histoire des inégalités raciales telles qu'elles existent en Belgique, et par rapport aux différentes mobilisations qui ont eu lieu pour faire face au passé colonial de ce pays, dans quelle mesure nous sommes à un tournant, ou dans quelle mesure, pour reprendre une phrase de Véronique Clette-Kabuga, on a affaire à un changement sans changement. On a affaire à une autre forme d'encommissionnage, pour reprendre ces mots, d'encommissionnage du problème du passé colonial, dans lequel il n'y aura in fine que des changements cosmétiques. Voilà. Donc c'est ces différentes questions que nous voudrions aborder avec vous. Et je vais maintenant passer la parole à la modératrice, donc Fiona Nziza, qui est donc chargée, directrice de la question de la citoyenneté, de la décolonisation à la coopération de Louvain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Liliane. Donc, sans tarder, je vais déjà présenter nos membres du panel. Et ensuite, on va passer à la suite. On va aller dans le vif du sujet juste après. Donc, je vais commencer à présenter Madame Juliette Njimbele. Donc, vous êtes administratrice déléguée à la gestion journalière au sein de l'ASBL Ibiletsi du Burundi, qui s'occupe de l'accueil, l'accompagnement et l'insertion socio-professionnelle des migrants depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et dans ce même cadre, vous faites l'éducation permanente auprès des jeunes pour lutter contre le racisme et la xénophobie. Et dans le cadre de cette table ronde, vous représentez le collectif des associations de la diaspora congolaise, burundaise et rwandaise. Et ce collectif a pour mission de veiller sur les travaux de la commission spéciale chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Bonjour Juliette. Reprenez-moi si je dis une bêtise, hein, mais voilà. Ensuite, je vais présenter Madame la députée Séverine Delavelay. Donc, vous êtes députée écologiste au Parlement fédéral depuis mai 2019. Et auparavant, vous avez travaillé pendant près de 20 ans dans le domaine de la solidarité internationale, dans le secteur des ONG. Et vous siégez aujourd'hui à la Commission Climat, Environnement et Santé et à la Commission sur le passé colonial. Et vous êtes également, vous suivez aussi les travaux parlementaires liés à la coopération au développement. C'est bien ça. Bonjour Séverine. Ensuite, on passe à Madame Mireille Thiaoussi-Robet. Bonjour. Donc, vous êtes formatrice et auteure décoloniale, déraciale et féministe. Donc, vous êtes aujourd'hui à la présidence de l'association BAMCO, un comité de femmes pour l'égalité et l'équité raciale. Et vous avez co-rédigé 6 livres, dont Racisme anti-noir, entre méconnaissance et mépris, qui est sorti en 2016, et Being Imposed Upon, qui est sorti en 2020. Et vos thèmes de prédilection sont l'impact du racisme chez les enfants, la discrimination des associations des racisés, le travail décolonial de mémoire et de réparation, et la représentativité et la représentation médiatique des minorisés. Bonjour Mireille. Bonjour tout le monde. Ensuite, je vais passer au professeur Mutoyi Mubiala. Vous êtes professeur de la faculté de droit de l'université de Kinshasa et vous êtes également fonctionnaire, vous étiez fonctionnaire ancien fonctionnaire au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et vous avez occupé cette fonction, je pense, pendant 25 ans. Voilà. Bonjour Mutoyi, que je ne vois plus tout d'un coup. J'espère. Ah oui, il est là. Bonjour Mutoyi. Ensuite, je vais passer au maître Christophe Marchand. Donc, bonjour, vous êtes associé fondateur de Youskogan's Law, un cabinet d'avocats bruxellois dédié à la protection et au renforcement des droits humains dans les litiges pénaux, d'immigration et internationaux. Vous êtes également un ancien membre du conseil d'administration de la Ligue des droits humains belge
Et vous avez, entre autres, représenté l'Ordre des barreaux de Belgique pour discuter de nouvelles mesures juridiques en droit pénal et au niveau du gouvernement ou du Parlement. Voilà, je ne cite pas tout, mais je pense qu'il y a quelques éléments là-dedans. Bonjour Christophe. Ensuite, il y a Monsieur Dido Lacama. Vous êtes coordinateur de la ASBL Change Belgium, qui est une association qui a pour but de conscientiser et de pousser à l'action la communauté afrodescendante en Belgique. Vous êtes également président de l'ONG Mutu Liboso à Kinshasa, une association qui a pour but de renforcer les initiatives de la jeunesse en matière d'émancipation et de lutte contre la violence. Vous êtes également cofondateur et représentant du même collectif que Juliette, donc collectif des associations de la diaspora congolaise, burundaise et rwandaise. Et enfin, vous avez co-organisé le rassemblement Black Lives Matter et lutte contre la violence policière qui a eu lieu à Bruxelles le 7 juin 2020. Bonjour Dido. Alors, je ne vois pas certaines personnes, je ne vois pas Dido par exemple, je ne sais pas, j'espère qu'il est là. On va commencer, peut-être qu'il va nous rejoindre tout doucement. Donc voilà, ce que je vais faire ici, c'est poser un peu le cadre avant de commencer. Je vais donner quelques éléments du contexte belge dans lequel on est aujourd'hui, et alors je vais laisser la parole aux panélistes. Mais avant ça, je voudrais aussi dire au public, donc aux participantes et aux participants qui nous suivent, bienvenue également et bonjour. Et n'hésitez pas au fur et à mesure de poser des questions. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans la section qui est destinée à ça, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à en mettre. On aura un moment de questions-réponses. On va lire vos questions aux panélistes qui auront l'occasion également d'y répondre. Donc, dans ce cadre-ci, je pense qu'en tant que modératrice, il faudrait peut-être que je mette un petit cadre et dire que voilà, les discussions peuvent susciter beaucoup de divergences, ce qui est pour moi tout à fait normal, mais rappeler aussi au panel, mais aussi au public, en fait, qu'il est important de rester dans un cadre cordial, avoir des échanges constructifs, et voilà, et je ne doute pas que ça va bien se passer. Voilà, donc pour la petite introduction, je dirais un peu pour mettre quelques éléments de contexte, et n'hésitez pas, le panel après, de prendre la parole et de me compléter. Alors, l'héritage colonial en Belgique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, on a depuis l'année dernière, observé quelques avancements, des évolutions qui sont assez inédites, j'ai envie de dire, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays qui ont colonisateurs, on va dire. Entre autres, la mise en place de la commission, alors je l'appelle commission Vérité Réconciliation, je pense qu'elle a changé depuis et ce sera l'occasion d'en parler, je vous laisserai en parler. Voilà, et elle a été lancée officiellement le 16 juillet 2020 et c'est une commission qui, à la base, était chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi. Et avant cela, il y a quand même quelques éléments qui, à mon sens, sont importants à souligner, que ce soit au niveau politique, au niveau des sociétés civiles. On a quand même observé, voilà, cette commission s'est mise en place dans un climat où voilà, il y avait tout ce qui est Black Lives Matter, il y a au niveau des diasporas, il y a également la remise en question de la représentation publique des personnages historiques ayant contribué à la commission du crime pendant le processus de colonisation, en particulier Léopold II. Donc, il y a vraiment ces choses-là qui ressortent un peu sur la place publique. Il y a également, ce serait peut-être important de le souligner, les regrets exprimés par le roi en Belgique. Donc, c'était en juin 2020, à l'occasion du 60e anniversaire d'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc, le roi a exprimé ses regrets dans une lettre adressée au président de la RDC. Pour les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo, ainsi que pour les souffrances et humiliations subies par les Congolais durant la période coloniale. Et donc, ce serait aussi important de souligner le projet de résolution qui a été soumis par le parti écolo au Parlement et qui concerne le travail de mémoire à mener en vue de l'établissement des faits afin de permettre la reconnaissance
de l'implication de diverses institutions belges dans la colonisation du Congo, du Rwanda et du Burundi. Voilà, il y a ces éléments-là qui sont ressortis et qui ont précédé, je dirais, cette mise en place de cette commission. Et peut-être pour commencer, il y a eu plein de débats, il y a eu beaucoup de débats autour de cette commission avant même qu'elle ne commence. Donc, c'est l'occasion d'en parler et de voir où on en est aujourd'hui. Et donc, je me tourne vers le panel. Avec une première question, quel regard portez-vous à cette commission qui a changé de nom? Et ce serait peut-être intéressant de comprendre dans quel contexte elle a changé aussi. Quel regard portez-vous à cette commission? Je commencerai peut-être par Séverine, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Au fait, je trouve ça assez illégitime à partir du moment où, quand le Parlement s'empare d'une question, c'est que le débat et le combat a lieu notamment dans la société civile et dans les universités depuis bien longtemps. Et donc, le fait que ce soit moi qui parle en premier me renvoie à toute la difficulté de parler de ces enjeux à partir du siège de parlementaires. Alors, je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses, Fiona, qui me paraissent importantes. D'abord que si on est en capacité d'avoir aujourd'hui une commission, c'est parce que le travail militant pour dénoncer les atrocités du système colonial belge dans ces colonies est fait depuis très longtemps, d'abord par les sociétés civiles et puis par quelques chercheurs. Quand je dis les sociétés civiles, je veux dire les sociétés civiles des pays colonisés et des sociétés civiles, notamment afrodescendantes en Belgique. Et puis, le travail de certains chercheurs un peu plus engagés que d'autres qui ont fait avancer. Alors, vous avez bien aussi rappelé qu'il y a eu à l'extérieur du Parlement plusieurs autres éléments qui ont contribué à l'avènement de la mise en place de cette commission spéciale, qui sont d'abord un travail peut-être plus discret, qui a été le travail de refonte du musée de Tervuren, le musée de l'Afrique, qui a permis aussi de montrer toutes les difficultés qui restaient aujourd'hui à se mettre autour d'une table avec une diversité d'intervenants qui ne sont pas que les éternels mêmes scientifiques belges, et d'écouter les diasporas pour venir avec un vrai message construit sur le passé colonial belge. Mais ça a quand même fait avancer le débat public. Et puis après, il y a évidemment l'anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, qui a amené donc les déclarations du roi. Mais bon, à ce moment-là aussi, on sort d'un premier confinement. Il y a eu l'assassinat de George Floyd et les mouvements sociaux un peu partout dans le monde, et y compris à Bruxelles. Et donc, effectivement, au niveau parlementaire, il y a aussi eu tout un chemin, parce qu'il y a eu d'autres thèmes liés à la période coloniale qui ont déjà été débattus au Parlement, notamment à travers la résolution sur les personnes métisses qui a abouti, et la commission spéciale sur Patrice Lumumba, sur l'assassinat de Patrice Lumumba, qui a abouti aussi. On peut en reparler, pas de façon tout à fait satisfaisante, bien entendu. Et puis alors après, du coup, ce travail ayant déjà été fait, les écologistes, depuis plusieurs législations, avaient des textes pour proposer un travail de fond pour venir avec un message clair et politiquement engagés sur le passé colonial, qui n'ont pas abouti. Et ça, c'est intéressant de le souligner. Quand mon collègue Benoît Ellings, en 2017, est venu avec une première résolution là-dessus, il avait obtenu des co-signatures de certains groupes politiques, mais un blocage d'autres, parce qu'on parlait du lien structurel entre l'époque coloniale et le racisme présent aujourd'hui en Belgique. Et donc, aujourd'hui, suite aux différents éléments, le Parlement était mûr pour non pas partir du texte de mon collègue Simon Moutquin et Wouter de Vriend, mais de mettre vraiment en place alors une commission parlementaire. Alors effectivement, c'est une commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, et ses conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver aujourd'hui, avec toute une série de questions. Et je ne veux pas faire trop long pour l'instant, je vais céder la parole à d'autres, mais tout ça pour dire que si on y arrive à avoir une commission aujourd'hui, avec toutes les limites qu'elle représente, et j'en reparlerai volontiers plus tard aussi, c'est parce que le travail à l'extérieur du Parlement a été fait depuis plusieurs décennies. Et donc, merci pour ça, parce que maintenant, c'est à notre tour de travailler et d'essayer d'aboutir à des conclusions
les plus ambitieuses possibles. Mais ça, on reviendra sur les enjeux après. Merci Séverine. Moutoy? Oui, merci beaucoup, Madame Séverine. Je pense qu'il faut, disons, féliciter le Parlement belge d'avoir pris cette initiative d'interroger l'histoire sur les abus coloniaux. C'est une initiative louable, mais je pense qu'il faut aussi aller au bout de la logique, étant donné qu'on voudrait faire état faire établissement de faits de tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Il faudrait aussi que ce processus soit plus ou moins participatif, inclusif, etc. C'est très important parce que si c'est un travail unilatéral, il pourra être remis en cause non seulement en Belgique même, mais aussi dans les pays qui sont concernés. Alors, je voudrais savoir, probablement, ce n'est pas une discussion avec Madame la députée, mais enfin, Madame la membre de la commission, mais je voudrais savoir quelles sont les dispositions qui sont prises pour engager les peuples qui sont concernés. Et je crois que c'est une lutte dans laquelle s'est engagé Avocats sans frontières, qui organise cet événement, et de savoir que si on veut faire un processus, engager un processus qui ressemble à bien des égards à un processus de justice traditionnelle, il va falloir nécessairement associer les peuples victimes et en fait, les peuples qui ont été victimes de ces abus coloniaux. D'autre part, ces peuples-là aussi ont une responsabilité, on parle de responsabilité parce qu'à l'heure actuelle, si vous regardez bien tout ce qui s'est passé au niveau des Grands Lacs, tout le processus de justice transitionnelle n'ont jamais intégré la dimension des abus coloniaux, alors qu'on sait très bien que ces abus-là contribuent pour une large partie aux causes profondes des conflits, lesquels conflits sont caractérisés par d'énormes crimes de masse. Donc, il est important aussi que de l'autre côté, au Congo, au Burundi, au Rwanda, si jamais il y a un processus de justice transitionnelle dans un pays, il faut que ce processus-là tienne compte des implications des abus coloniaux dans tous les crimes post-coloniaux que nous connaissons. Donc ça, il y a des leçons à tirer de part et d'autre pour faire vraiment, parce que ce que nous faisons, c'est l'histoire. On est en train d'écrire une histoire commune pour que l'histoire soit enseignée à nos enfants, aux générations futures. Et il faut que cette histoire-là soit écrite de manière harmonieuse et consensuelle et non de manière unilatérale. Donc, c'est très important que de part et d'autre, on puisse impliquer qu'il y ait une intersection, si on peut dire, entre les processus belges et les processus que nous connaissons dans la région des Grands Lacs. De plus en plus de voix se lèvent, et je vais terminer par là, pour dire que c'est une région qui mériterait probablement d'engager un processus de justice transitionnelle régional, au-delà des processus nationaux. Donc, peut-être qu'il est important, le moment, donc l'initiative belge peut donner l'occasion à ces trois pays essentiellement de pouvoir mettre aussi en place ces processus de justice transitionnelle régionale et auquel la Belgique s'associerait bien sûr, pourquoi pas l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi était impliquée à un certain niveau, donc notamment au Burundi et au Rwanda, et pour voir ce qu'on peut bâtir ensemble en termes de vérité et en termes éventuellement de réparation, si réparation il y a à faire. Je m'arrête à ce niveau concernant ma première intervention. Merci Moutoy. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait prendre la parole? Peut-être au niveau des diasporas? Non? Écoutez, bonjour, on s'est déjà présenté. Donc, voilà, moi, j'accompagne la moitié de ce que monsieur a dit avant moi. Je pense que justement, c'est aussi notre rôle à nous de mettre justement en relation les populations des trois pays qui ont subi justement, durant cette période de colonisation, le Congo, le Burundi et le Rwanda. Il faudrait que nous, avant que les commissions le fassent, il faudrait que nous, les milieux associatifs et justement les diasporas, on arrive déjà à faire des ponts et à prendre contact justement avec nos confrères et nos consoeurs justement des pays d'origine
pour qu'ensemble, on puisse porter un message fort, parce que les premières victimes de cette colonisation, ce sont d'abord pas les diasporas, mais d'abord les personnes qui vivent encore dans ces pays-là. Ils ont encore des stigmates encore beaucoup plus forts et flagrants dans leur mentalité et aussi dans leur vécu quotidien de l'impact justement que la colonisation a pu avoir sur eux. Et même si ici, en Europe, au niveau de la Belgique, il y a cette commission ne remplit pas, ne répond pas encore aux attentes et aux demandes venant de notre part à nous. C'est bien, moi je pense qu'il y a une commission, mais la manière que cette commission a été mise en place nous pose un réel problème parce qu'elle n'a pas été mise en place par justement les diasporas ou bien les victimes ou bien les personnes qui justement ont subi ces exactions, mais elles ont été mises en place par nos politiques et malheureusement, vous savez bien comment ça se passe quand les politiques font quelque chose, ils le font avec un certain intérêt, avec un certain contrôle de ce qu'ils font et ça ne permet pas à nous justement de trouver jouissance par rapport aux attentes qu'on aurait et qu'on devrait avoir, surtout si on veut parler de réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, il y a des étapes pour ça. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails parce qu'on a encore 1 heure à développer, mais je pense que les étapes dès le début n'ont pas été respectées et c'est ça qui nous pose vraiment problème. Et voilà, maintenant on en est là. Cette commission a été mise en place. Elle a elle-même choisi les experts qu'elle pensait devoir ou pouvoir nous représenter sans notre avis. Et comme le disent souvent nos confrères, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est souvent fait contre nous. Donc voilà, je ne tiens pas ici à faire un procès d'attention, mais je fais juste un constat et justement le groupe pour lequel je fais partie, cette plateforme justement qui unit justement les diasporas congolaises, burundaises et rwandaises, nous on continue justement à dire que si jamais un travail doit être fait, il doit être fait avec la collaboration dès le début, en amont et de manière inclusive des communautés et des victimes justement de cette période coloniale. Merci Dido. Mireille, je vais commencer à poser des questions directement, ce sera peut-être plus simple, je pense. Est-ce que vous partagez la même vision au niveau de la place qu'on a donnée ou alors qu'on ne donne pas aux diasporas, aux différentes diasporas dans cette commission? Alors, sur la question de la commission, moi, je préférais ne pas m'exprimer suite aux différents problèmes que notre association a connus, du fait des critiques que l'on peut adresser à certains travaux étatiques mis en place sur la question coloniale. Donc, l'association en a un peu marre des menaces. Donc, mais on s'est déjà exprimé sur le fait que les choses n'avaient pas été faites de manière à intégrer les premières victimes. Merci. Peut-être donner la parole à Christophe, on va dire avec une perspective, on va dire, de juriste. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mais la perspective juridique, en fait, je pense qu'elle est évidemment importante puisqu'on parle d'une commission parlementaire au sein du Parlement. Le Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Le Parlement, il ne fait pas juste des commissions, ce n'est pas juste un encommissionnement. Le Parlement, il est là pour faire des lois. Et donc là, je dirais, la finalité ultime, je pense, d'une commission de ce type-là, ce sont des lois. C'est-à-dire que l'enjeu pour moi de cette commission, pour qu'elle ne soit pas un échec, est d'arriver à faire des propositions de réparation véritable des crimes qui ont été commis pendant la colonisation. C'est ça l'enjeu. On peut discuter sur les faits historiques, essayer de retracer le passé. Tout est connu, tout est étudié, tout est su. On sait qu'il y a eu un système raciste qui a été mis en place par la Belgique, discriminant, un système d'apartheid, un système de commission systématique de violations, de crimes contre l'humanité qui ont été réalisés, de crimes de toutes sortes. On le sait. Maintenant, il faut passer à la réparation. C'est ça pour moi l'enjeu de la commission. Et si la commission n'arrive pas à cette conclusion d'une réparation et de la mise en œuvre
de la réparation. Et pas simplement dire, comme dans la commission d'enquête Lumumba, on a une responsabilité morale par rapport à l'assassinat de Patrice Lumumba. Non, il faut aller plus loin. Je pense que la commission, si elle n'arrive pas à ces conclusions-là, si elle n'arrive pas à dire on va faire une loi pour les métis, on va faire une loi pour les restitutions d'objets cultuels ou de restes humains, on va faire une loi pour les spoliations qui ont été réalisées, pour indemniser les victimes, et évidemment les victimes, qu'elles soient ici, faisant partie de la diaspora, ou les victimes dans les pays autrefois colonisés. La commission, elle aura tout raté. Et il faut le faire maintenant, ça suffit, on a assez attendu. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est évidemment temps que cette commission prenne des lois et ne fasse pas simplement des auditions d'experts qui vont durer longtemps. Et c'est l'enjeu. Et on sent que le débat est très tendu. C'est très tendu. Et qu'on n'est pas dans une situation où tout le monde est d'accord. Il y a énormément encore, malheureusement, de résistance dans la société belge. En 2021, c'est quand même invraisemblable. Hein, on parle d'une colonisation de plus de 60 ans, enfin de la fin de la colonisation de plus de 60 ans. Il y a encore des résistances. Et je pense que c'est ça l'enjeu politique de la Commission, au-delà des lois, c'est de dépasser ces résistances pour créer cette concorde, cette réconciliation, comme l'a dit le professeur Moubiala, qui est nécessaire. Voilà mon point de vue. Merci beaucoup. Alors, plus généralement, je vais un peu élargir les questions. Quelles sont pour vous… Oui, Juliette. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Dido a dit et à ce que Séverine aussi a dit par rapport à la mise en place de cette commission. Déjà, je pense qu'il faudrait vraiment comprendre que cette commission, dans sa mise en place, n'a pas tenu compte de tous les acteurs qui devraient être autour de la table pour justement une mise en place d'une commission valable. Cette commission, elle est politique. Et à partir du moment où elle est politique, il est très difficile de gérer les questions qui concernent tous les aspects de la vie des peuples colonisés, à savoir tout ce qui concerne la culture, l'enseignement. Il y a beaucoup d'enjeux, on va y arriver peut-être dans l'évolution de nos débats. Et si on n'inclut pas les personnes concernées, c'est très difficile d'avancer dans ce genre de commission. J'entendais hier dans une table ronde quelqu'un qui disait justement qu'une commission politique comme celle de la Belgique, et en plus avec toute la complexité au niveau des comportements des colons dans les trois pays, ça n'a pas été le même comportement. La RDC était une colonie, tandis que le Rwanda, le Burundi, c'était sous protectorat. Et les atrocités qui ont été commises au Congo ne sont pas les mêmes que celles qui ont été commises au Burundi et au Rwanda. Les conséquences ne sont pas non plus les mêmes dans les trois pays. Quand on parle du génocide qui s'est passé au Rwanda et des crimes contre l'humanité qui se passent dans les deux pays, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe au Congo. Donc, la prise en compte de ces trois pays qui sont différents géographiquement, mais également au niveau de la colonisation donc de la Belgique, il faut vraiment faire attention et être prudent. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou veut intervenir avant que je pose peut-être une autre question. Juste dire que je suis quand même à votre disposition, évidemment, pour peut-être réagir aux premières choses qui ont été adressées comme limite, mais quand ce sera mon tour. Donc, c'est vous qui décidez. Ça va. Mireille Oui, j'aimerais dire qu'en même temps que cette commission a été lancée, les assises décoloniales qui sont actuellement en cours, qui se passent
sur les 3 pays. Donc, nous avons notamment des Burundais, des Rwandais, des Congolais, mais aussi quelques Belges. Et ils sont réunis en différentes commissions, enseignement, écologie, etc., pour réfléchir à l'impact que la colonisation a eu hier et a encore aujourd'hui, et à quelle forme de réparation ils pourraient consentir. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, ce travail n'est pas piloté ni financé par l'État belge. Donc, il y a quand même cette liberté d'expression. Et donc, nous espérons, parce que nous estimons que c'est un travail de longue haleine et qu'il ne faut pas se précipiter, nous espérons que d'ici 5 ans, nous aurons un rapport final, mais chaque année, il y aura des rapports intermédiaires. Donc, je donne l'information pour dire qu'il y a aussi des alternatives à ce que peut faire l'ancienne métropole, l'ancienne colonie. Merci beaucoup Mireille. Peut-être juste pour, on ne va pas clôturer la question, mais en tout cas juste pour laisser réagir peut-être Séverine qui voudrait réagir là-dessus, sur tout ce qui vient de se dire, et ensuite on prendra, enfin, je poserai d'autres questions. Séverine. Peut-être, merci beaucoup. Donc, mon intention n'est évidemment pas de défendre la commission qui vient seulement de commencer ou quoi que ce soit, c'est peut-être juste redonner quelques petites informations qui me paraissent importantes de repartager. La commission n'est que au point 1, même pas en fait au point 1. On va voir un travail en 3 phases. La première phase est de faire l'état de la question. Alors je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Marchand quand il dit on sait les crimes perpétrés dans les colonies par la Belgique coloniale. Ils ont été documentés par différents chercheurs. On les connaît, mais il n'y a pas de consensus politique sur ces faits. Et donc l'étape 1 est malgré tout nécessaire, qui est celle dans laquelle nous sommes pour l'instant, qui est de demander à des experts et des expertes qui ont dû être choisis à partir de plusieurs critères éminemment politiques, de faire l'état de la question et justement identifier où est-ce qu'il y aura encore des zones d'ombre, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été documentées. Ça sera l'étape 1 seulement. Et puis, l'étape 2, ce sera un moment d'audition qui ne va pas durer 3 ans, qui va durer quelques mois, pour aller gratter dans les zones d'ombre, aller gratter où ça fait mal, et aller du coup s'adresser à une très grande diversité de personnes, experts, expertes des pays concernés, afrodescendants et d'autres secteurs de notre société. Ça sera l'étape 2. Et puis seulement vient l'étape 3, qui est l'étape politique de lister effectivement les réponses du Parlement par rapport à ce qu'on aura étudié et mis sur la table, et notamment en termes potentiellement de réparation. Ça fait partie des missions de la Commission. Et donc, je pense que c'est malgré tout trop tôt maintenant de savoir si on a écouté les bonnes personnes, si le travail a été bien fait, parce qu'on n'est vraiment qu'au début. Et alors, pour que ce soit tout à fait transparent, je veux tout à fait assumer le fait que la liste des experts et des expertes était effectivement le choix d'un arbitrage politique. Nous sommes 150 députés au Parlement, de nombreuses familles politiques différentes, avec des intérêts très, très différents. Et on le voit bien qu'il y a des familles politiques, sans être trop caricaturales, mais il y a des familles politiques qui sont plus à l'écoute de certains types d'institutions, peut-être des institutions privées, d'autres sont plus à l'écoute des institutions religieuses, d'autres sont plus à l'écoute de telle ou telle partie de la société civile. Et donc, on doit se mettre d'accord avec ça pour un moment avoir des experts et des expertes qui sont représentatifs de la diversité de genre et de la diversité des zones géographiques. Et effectivement, la liste n'est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite. Mais j'insiste, leur seule mission n'est sûrement pas de prendre des décisions pour la Commission, ça ce sont des décisions politiques qui se feront après l'étape 2, mais de faire l'état de la question. Voilà, donc ça c'était juste pour rappeler un peu où est-ce qu'on en est dans ce processus, les limites qu'on a déjà pu vivre et constater, mais garder quand même la porte ouverte à d'autres étapes qui, j'espère, seront à la hauteur de, en tout cas, une partie des attentes tout à fait légitimes, tant des populations des pays colonisés que des afrodescendants. Voilà, et c'est mon collègue Simon Moutquin qui va prendre ma place pendant 10 minutes parce que je suis appelée ailleurs et je vous rejoins tout de suite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Peut-être faire un lien avec, et comme ça on va élargir un peu, la question raciale, d'égalité raciale ici en Belgique. Je vous poserai la question, enfin, voilà, comment les questions relatives à l'égalité raciale sont-elles liées à la gestion du passé colonial de la Belgique aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un voudrait y répondre? Ce lien qui se fait et comment il est fait et comment c'est géré et quels sont les principaux enjeux des mobilisations pour l'égalité raciale en Belgique. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Oui, Christophe. J'ai vu que Juliette avait aussi levé la main. Ah, pardon, je ne l'ai pas vu, excuse-moi. En fait, ça change tout le temps. Pardon, Juliette. Nommé Christophe peut y aller, je reviendrai plus tard. OK. Mais je vais juste poser un cadre, des faits juridiques, en fait. Quand on parle assez concret par rapport au dossier que nous, on traite sur les questions de responsabilité coloniale, que ce soit le dossier, par exemple, du scandale de la force publique, hein, donc les soldats qui ont œuvré pour la nation belge depuis longtemps, ou que ce soit par rapport au cadre métis, la question raciale est dès le départ évidemment éminemment ancrée. Et par exemple, dans le dossier qui concerne les réparations qu'on cherche pour les métis, qui est actuellement pendant devant le tribunal de première instance de Bruxelles, on rappelle le cadre et la politique raciste de l'État belge avoué, non même pas avoué, déclaré. Hein, on rappelle pour les métis le congrès mondial relatif aux races en 1911 à Londres, les déclarations du Premier ministre Follien qui va déclarer des choses tout à fait horribles. Je vais juste lire ça juste un instant pour apporter un élément, je dirais, objectif par rapport au débat. Il disait ceci, le Premier ministre belge en 1913, sauf exception, les métis sont donc des éléments peu moraux et donc ils sont à craindre. Les métis constituent donc un élément qui peut devenir très vite dangereux et il importe de chercher à en diminuer le nombre. Il importe à chercher à en diminuer le nombre. Cette politique raciale, elle est, je dirais, dans l'ADN de l'État belge pendant tout le XXe siècle et c'est évidemment un des enjeux de la réparation, c'est de reconnaître que il y a eu cette politique raciale. Là, je prends l'exemple des métis, mais on peut répéter dans chaque dossier la même circonstance, c'est-à-dire que structurellement, l'État belge s'est construit sur le racisme, s'est construit sur cette idée de supériorité de la race blanche. Et c'est ça qu'il faut enlever de la culture, j'ai envie de dire, et de l'identité belge. Et c'est évidemment un long travail. Merci. Juliette. Oui, en fait, comment peut-on distinguer et séparer le racisme ici en Belgique de la colonisation? Ce sont deux éléments, deux concepts qui sont intimement liés. Intimement liés, pourquoi? Il y a une semaine, j'avais fait des descentes dans les écoles justement pour sensibiliser les jeunes de 10-12 ans qui vont rentrer bientôt à l'école secondaire pour justement qu'ils soient préparés par qu'ils aient des outils de défense mais également de tolérance de l'autre. Et j'entendais des enfants qui ne savent rien de ce que c'est la race blanche et la race noire et qui n'ont jamais défini leur couleur de peau comme étant une peau blanche ou une peau noire. Et pourtant, institutionnellement, on parle de race blanche, on parle de race noire. Observez-vous vous-même, regardez vos peaux. Est-ce qu'il y a une personne qui est blanche? Est-ce qu'il y a une personne qui est noire? Il n'y en a pas. Les enfants me disaient, ma couleur est beige.
ma couleur est beige foncé, ma couleur est beige clair, et ma couleur est brune. Ma couleur est brune foncée, brune claire. Aucun de ces enfants ne m'a parlé de la couleur blanche ou de la couleur noire. Alors, pourquoi la couleur noire? Ça a été importé par les colonisateurs, les esclavagistes, pour dire la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. La couleur noire, c'est la couleur du sombre, de ce qui peut être mauvais. Et aujourd'hui, si l'État belge ne s'engage pas justement dans la lutte contre ce racisme qui prend de la place énorme et qui se transmet de père en fils et de mère en fille, on risque de perpétrer ça et de ne pas avoir une société qui est multiculturelle, multiface, multi-pensée. Et du coup, ben, le racisme, ça a été apporté par nos quand je parle de la société belge, je ne parle pas de la génération actuelle. La génération actuelle n'a fait que répéter ce que la génération d'avant a toujours fait. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas être frileux quand on parle du racisme et on ne devrait pas fuir. Personne ne devrait fuir. C'est un problème qui nous concerne tous, les beiges, les bruns, les jaunes, les rouges, les roses, comme les enfants me l'ont défini. Mais c'est quand même lié. C'est lié intimement à la colonisation. Merci. Merci Juliette. Et pour peut-être rebondir et peut-être je vais demander à Dido de me donner des éléments peut-être de réponse. Dans quelle mesure en fait ces protestations justement comme Black Lives Matter qui on va dire qui prônent l'égalité mais aussi reconnaître qu'il y a des problèmes dans les sociétés surtout ici en Belgique, enfin concernant la Belgique en tout cas. Dans quelle mesure ce genre de mouvement offre-t-il la possibilité de faire avancer ces combats et quels sont les défis aujourd'hui? Ben, écoutez, merci pour la question, comme on dit ici. Moi, je pense que la plus grande difficulté que nous, on a eu justement pour l'organisation de BLM l'année passée, justement, c'était ce contexte de Covid. Mais malgré ça, et malgré une pression politique qui nous défendait, qui nous empêchait de faire ce grand rassemblement qu'on a quand même fait, il y avait à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. Cette pression due à ces 3 mois de confinement. C'était les 3 premiers mois de confinement en Europe. Ça faisait, je ne sais pas combien de temps, et je crois que, en tout cas, de ma génération, on n'a jamais connu c'était quoi un confinement. Mais voir ces images de violence gratuite, voir ces images de cet homme blanc, policier, donc une autorité qui utilise son autorité, son uniforme et cette oppression pour tuer quelqu'un avec autant de temps et autant de... Voilà, c'était tellement monstrueux que ça a réveillé un peu toute cette colère. Et ce qui m'a fait le plus grand plaisir, c'est que justement, le succès de ce rassemblement qu'on a réussi à faire, et on l'a fait parce qu'on a réussi à fédérer plus de 40 associations autour de nous. Il y avait des Noirs, des Blancs, des Arabes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des gens du nord du pays, des néerlandophones, il y avait des francophones, il y avait des anglophones, les gens ont oublié qu'ils étaient eux-mêmes et à un moment donné, ils ont dit stop, parce que là, c'est trop, c'est trop. À un moment donné, la plus grande difficulté, c'est justement de se battre contre les gens qui nient et qui font un déni sur certaines réalités. Et parce qu'on nous les cache, bien c'est de manière institutionnelle, mais c'est caché, c'est plus comme avant un racisme déclaré. Encore que ces derniers temps, on voit que les gens ont repris le courage de déclarer leur racisme et revendiquer des séparations ethniques. Ça, c'est très choquant. Mais pour accompagner ce qu'a dit ma collègue Juliette, c'est que on ne peut pas dissocier le racisme et la colonisation parce que justement, la colonisation pour ce faire, a dû être appuyée par des thèses scientifiques qu'ils ont fondées, qu'ils ont créées, voilà, pour justement justifier, pour que les politiques et les militaires puissent justifier à leur population pourquoi ils se permettaient de faire ce qu'ils faisaient. Parce que voilà, les hommes marrons foncés
dits noirs, où les femmes, bien sûr, sont des animaux, ce sont des êtres qui ne sont pas évolués, ce sont des êtres qu'on va essayer de conscientiser, réveiller, tout ça. Donc, il y a eu, par rapport à eux, une grande propagande dans leur population à eux, et ils se sont martelés à justement impliquer, et justement à transmettre ces manipulations au peuple victime. Donc, ça veut dire que dans les écoles qu'ils ont construites, dans la collaboration qu'ils faisaient avec ces populations qui colonisaient, on les offrait des biens en échange justement du fait qu'ils acceptent justement cette hiérarchisation des races. Aujourd'hui, l'homme blanc est au-dessus et l'homme noir doit être en bas. Et il fallait, à l'époque, rappelez-vous, l'époque coloniale, il fallait être un évolué. C'était quoi un évolué? C'était un personnage qui s'exprime comme un blanc, qui mange comme un blanc, qui s'habille comme un blanc, parce que justement, c'était la perfection. Donc, on ne peut pas dissocier la colonisation et le racisme. Et aujourd'hui, les gens sont dans le déni, les gens, justement, pour ne pas militer, parce que les gens, vous savez, la meilleure façon de contrôler quelqu'un, c'est de donner un peu un confort. C'est un peu comme dans les prisons, on leur met une télévision, on leur met du café à boire, 2-3 petits trucs, comme ça ils restent calmes et ils acceptent leur situation qui est dramatique puisqu'on leur prend leur liberté. Et voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a fait avec les populations. On leur a donné un certain confort pour qu'ils ne veulent pas risquer de perdre ce confort. Il faut prendre des risques. Il faut que que les choses changent, il faut que les populations prennent des risques et sortent de leur petit confort, à un moment donné, sortir de cet égoïsme. Et je pense que ça va changer quand les gens vont se rendre compte que chacun d'entre nous, qui est différent de la norme dite blanche, est en danger. Et en danger parce que ça va arriver un jour ou l'autre que vous serez confronté à quelqu'un qui va vous faire ce que vous pensez qu'on ne ferait pas à vous. Vous dites oui, aux autres, ça arrive, mais moi, non, c'est impossible. Je suis intégré, je travaille, je vis, et même des fois, je suis même marié avec quelqu'un dit blanche, même s'il n'y a pas de blanc et de noir, on est d'accord, mais voilà, je prends des termes, je vulgarise mes propos, et jusqu'au jour où vous êtes confronté, on vous rappelle en fait que vous êtes différent. Vous êtes né peut-être en Belgique, vous avez grandi, vous avez travaillé pendant, vous avez cotisé, mais à un moment donné, il va arriver où on va vous confronter à cette différence de votre couleur de peau. Et là, c'est le drame. On a vu des. Je vais vous demander de raccourcir un peu. Je suis désolée parce que voilà, il y a des questions aussi. Enfin, si vous pouvez aller jusqu'au bout. Bon, là, c'est bon. Je me désolée, c'est juste parce qu'il reste juste 20 minutes pour prendre les questions et voilà. Mais vous pouvez conclure, hein, il n'y a pas de souci. Ma conclusion, c'est vraiment pour que les gens puissent manifester, ils doivent se dire que cette situation-là, c'est un drame pour tout le monde et chacun d'entre nous peut un jour être confronté à ces discriminations et à ces injustices, que ce soit moi ou quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de mes amis ou un des collègues. Donc, par rapport à ça, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça qu'on essaie de pousser les gens justement à l'action et pas toujours ou à la réaction ou encore moins juste à l'observation. Voilà. Ça va. Merci beaucoup, Dido. On va peut-être prendre les questions avant qu'on s'arrête, parce qu'on a pris beaucoup de temps. Donc, la première question de personne qui est anonyme, qui n'a pas donné son nom, est la révolution sur la ségrégation raciale métisse de la colonisation en 2018. C'est tout simplement ça. Je ne sais pas si ça fait écho et si vous avez... il y a Mireille et Séverine qui ont levé leurs mains. Donc, on va leur donner la parole assez rapidement et puis ensuite on va répondre directement à cette première question. Mireille? Oui, très rapidement, hein, sur le lien entre la colonisation et la période actuelle. Je pense qu'il faut se poser la question de quand est-ce que ça s'est vraiment arrêté. Bien que certains pays tels que le Congo ont essayé de prendre leur indépendance,
voilà, on sait que la Belgique a colonisé, mais quand a-t-elle réellement décolonisé? Moi, je pense que la décolonisation n'a jamais eu lieu. Il y a eu une tentative d'indépendance, et l'indépendance venait des Congolais et pas des Belges. Dire quel est l'effort massif, national, de grande envergure pour décoloniser la Belgique, eh bien, ça n'a pas encore eu lieu. Donc, par le truchement des stéréotypes, mais aussi par la non-jouissance des droits, on se rend bien compte que symboliquement, on est quand même dans la même situation lorsque en Belgique, les personnes d'origine congolaise, pour ne prendre que cet exemple-là, sont les plus diplômées, c'est-à-dire le prototype de la personne la plus diplômée en Belgique, c'est une femme noire d'origine congolaise. Eh bien, selon donc une étude de Sarah Demar, Fondation Roi-Baudouin, eh bien, malgré cela, cette personne est aussi la plus discriminée sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est cette difficulté à la jouissance des droits, donc on ne dit pas qu'on n'a pas de droits, on en a, voilà, comme tout le monde, mais c'est y accéder qui est difficile, pouvoir en jouir. Et donc, à partir de là, on peut voir aussi les liens entre le passé et le présent, parce que jusqu'à présent, on l'a vu aussi avec les violences policières et l'impunité, jusqu'à présent, les différents secteurs de la société, les différents segments de la société belge n'ont pas été décolonisés, notamment quid de la décolonisation du droit, hein, parce qu'au final, on se demande ce qui se passe à ce niveau-là, pourquoi ces policiers qui ont parfois tué ressortent avec le sourire. Donc, je pense que nous sommes toujours sous colonisation, pas peut-être au sens légal du terme, mais en tout cas au sens psychosocial et au sens sociologique du terme. Merci beaucoup, Mireille. Alors, il y a Simon Moutquin qui a remplacé Séverine Delablé, Simon Moutquin qui est également député écologiste. Voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me permets de quand même compléter la raison du départ de Séverine. En fait, Séverine est dans la commission climat, mais gère aussi les matières égalité des chances et discrimination contre les femmes. Et donc, elle pose une question en plénière aujourd'hui sur le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Et donc, voilà, elle tenait à poser cette question. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je la remplace. Mais en effet, on travaille ensemble sur cette question-là depuis le début de la commission et même avant. Je voudrais quand même rappeler, donc je suis aussi en charge des matières migration et racisme au Parlement notamment, et rappeler quand même que la Belgique, de manière assez honteuse, a 19 ans de retard dans les recommandations de la conférence de Durban à l'époque en 2001 qui demandait d'élaborer un plan interfédéral de lutte contre le racisme. Et donc enfin, fin 2021, ce plan va sortir, c'est une bonne nouvelle, mais il vient aussi 2 ans après qu'un groupe d'experts de l'ONU ait critiqué la Belgique sur le fait qu'on n'ait jamais finalement fait ce travail d'analyse et de réflexion sur notre passé colonial et des excuses très claires vis-à-vis de la diaspora, mais surtout vis-à-vis et aussi des populations directement concernées, des excuses et peut-être se regarder dans le miroir par rapport au passé colonial. Donc ça, c'était en 2019, c'était un groupe d'experts de l'ONU qui le disait, et le gouvernement Michel à l'époque rétorquait que ce groupe d'experts n'avait pas de légitimité. Ce qui est aussi un racisme, ce qui est aussi une forme de racisme. On pourrait débattre très longuement de la place des experts métissés, entre guillemets racisés, etc. Et c'est une question qui est assez importante. Mais je voudrais quand même dire que ça a été abordé dans le débat précédent. Chacun a dans cette commission un objectif et un agenda parfois politique différents. C'est clair que pour nous, écologistes, le seul objectif ou le principal, c'est ce lien entre colonisation et racisme actuel. On a été porté, comme on l'a dit, par notamment la manifestation organisée et coordonnée par Change ASBL et par d'autres mouvements citoyens. On est porté dans cette idée de faire le lien entre les deux, parce que des liens, il y en a directement. Quand on entend des jeunes chanter des chansons à caractère colonial dans des festivals comme le Pokol-Pop, avec des propos racistes assumés et ouverts, c'est une preuve du lien. Quand on voit en termes de lien direct à quel point notre espace public n'est pas neutre et continue à affirmer une domination coloniale, c'est un lien qui peut être aussi direct. Le lien entre nos politiques de développement, notre coopération internationale et un lien structurel colonial qui est encore présent, et ça Mireille vient de le dire et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et puis il y a aussi finalement un racisme indirect, un racisme qui est beaucoup
plus structurel, un racisme qui est le racisme d'accès au marché de l'emploi, le racisme que doit subir une diaspora en Belgique, notamment à l'école, dans l'enseignement, etc., et qu'il faut pouvoir aussi mettre en place. Et là critiquer, et je voudrais aussi pointer un racisme folklorique qui est indirect, voire direct, qui est toujours présent chez nous. Et donc, c'est aussi ça, pour faire le lien entre les deux débats, l'objectif de la commission actuelle, c'est de faire ce lien entre passé colonial et racisme d'aujourd'hui. Et on peut parler de la représentation des sauvages dans certains folklores en Belgique. Et donc, c'est sûr que pour nous, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir amener ce lien. Pardon, en plus de ça, j'ai la voix cassée. Mais, pas de souci, merci beaucoup. On va prendre une autre question de Longin. Est-ce possible d'avoir une commission mixte Belgique, RDC, Burundi et Rwanda et étudier et proposer des réparations aux conséquences de la colonisation? Donc, est-ce possible d'avoir une commission mixte et étudier et proposer des réparations aux conséquences de la colonisation? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je vais me permettre de reprendre la parole parce que... Et ensuite, ce sera au professeur Montemoubiala. Dido? Oui, en fait, c'est bien l'objectif. Pardon, j'ai cru que c'était Dido. Oui, allez-y. Pardon, désolé. On va laisser aussi la parole aux autres. Donc, oui, tout à fait, mais comme c'est une question qui est fort centrée sur le travail du groupe de la commission, je me permets juste de répondre que c'est bien l'objectif. On est dans le volet introductif, donc qui est le rapport introductif, mais qui n'est que le volet introductif et qui doit après être complété par un travail parlementaire. Et en effet, on défend le fait que ce travail doit être confronté avec des experts, notamment des 3 pays concernés, de la diaspora, et pourquoi pas, en effet, dans la suite d'une prochaine étape d'une commission mixte. Le mouvement réformateur a comme projet que la note introductive soit envoyée aux universités burundaises, rwandaises et congolaises pour avoir un avis fondateur des prochains travaux parlementaires. Mais en effet, c'est bien l'objectif de pouvoir confronter les analyses dans des commissions conjointes par la suite. Merci. Moutoy? Merci beaucoup, Fiona. J'avais personnellement étudié cette question lorsque nous avons eu une conférence internationale à Yangon, au Myanmar, en novembre 2019. Et à cette occasion, j'avais proposé qu'on crée effectivement des tribunaux arbitraux mixtes et composés du pays colonisateur et du pays colonisé, et pour siéger avec éventuellement une participation de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine, pour siéger sur les crimes commis sous la colonisation et arriver effectivement à établir des réparations. Ces réparations, on ne doit pas avoir peur de réparations parce que les réparations ne sont pas nécessairement des milliards de dollars ou des milliards d'euros. Les réparations peuvent avoir plusieurs formes, notamment des formes symboliques et éventuellement des formes liées à l'aide au développement. Donc, mais tout crime ou tout fait illicite doit nécessairement doit être nécessairement réparé. Alors, c'est vrai que à la différence de l'esclavage, la colonisation n'a jamais été considérée comme un fait illicite en droit international et a été même encouragée par le droit international. Mais nous devons aujourd'hui constater que, en réalité, les faits qui ont été commis sous la colonisation, s'ils étaient commis à l'heure actuelle, auraient pu constituer notamment des crimes contre l'humanité, les génocides et parfois des crimes de guerre. Alors, toute tentative visant à faire payer les colonisateurs pour ces faits-là est souvent vouée à l'échec à cause de la doctrine européenne, en fait, occidentale, du droit intertemporel, c'est-à-dire l'application du droit pour les faits survenus tout simplement, en fait, après, disons, l'adoption d'un traité ou éventuellement d'un instrument international donné. Mais pour notre part, nous estimons que le jus cogens et le jus cogens, tout ce qui constitue le jus cogens échappe à ce genre de considérations temporelles. Je regrette peut-être, je ne sais pas si Maître Depré est encore sur le plateau, mais son cabinet, jus cogens Team, je crois, fait un bon travail en défendant ce genre de causes
pour démontrer que tout crime commis, même si c'est commis au 19e siècle, au 18e siècle, au 16e siècle, dans la mesure où ça fait partie du jus cogens, doit nécessairement faire l'objet d'un jugement ou doit faire l'objet d'un arbitrage. Donc, c'est pour ça que nous considérons que, au même titre que l'esclavage, les crimes contre l'humanité, les génocides, au Congo, il y en a eu, sous notamment Léopold II, les crimes de guerre commis pendant la colonisation devraient faire l'objet de jugements. Dans le jugement, évidemment, on ne trouvera pas des gens condamnés pénalement parce que la plupart, tous sont morts, pas la plupart, mais tous sont morts. Mais au moins les pays pour lesquels ces gens ont travaillé, comme par exemple en Namibie, le général qui a donné ordre à ce qu'on puisse exterminer les populations Nama et les populations Herero. Donc, normalement, de tels pays qui ont bénéficié d'ailleurs en grande partie de ces genres de mesures d'extermination puissent prendre la responsabilité, puissent, disons, réparer. Donc, moi, j'estime qu'il y a une possibilité d'avoir un droit extratemporel qui puisse sanctionner les actes qui ont été commis sous la colonisation ou avant la colonisation, et que les pays qui ont bénéficié de ces actes-là, notamment leur opulence actuelle, par exemple, ou leur enrichissement, tirent ces sources historiques des exploitations, notamment de l'esclavage et des autres traites négrières, etc. Donc, il va falloir quand même trouver des modalités pour qu'il y ait ce genre de tribunaux de l'histoire, et pas nécessairement des tribunaux sous forme de la Cour européenne des droits de l'homme ou autres, mais des tribunaux historiques ou des tribunaux qui puissent juger ces pays-là et puissent rendre justice. C'est ça la vraie justice que les peuples colonisés attendent. Merci. Merci. Juste pour information, je ne vois pas les mains levées en fait. Donc, c'est vrai que bon, là, on vient de me dire que Juliette a la main levée. Donc, peut-être n'hésitez pas à montrer avec le doigt, comme ça, je vous vois plus facilement. Donc, désolée si... voilà. Juliette, ensuite, Dido. Merci Fiona. Je me permets d'intervenir et de réagir à propos de la question qui est posée par un membre du public concernant justement cette commission mixte qui pourrait être justement une solution pour la Belgique et pour les pays colonisés. Malheureusement, il n'y a pas de commission mixte ici. Et c'est ce que nous réclamons depuis le début de la mise en place de cette commission. Nous nous sommes levés depuis vraiment le mois d'août, de juillet même, pour dire, écoutez-nous, faute d'avoir cette commission qui inclut et la Belgique et les 3 États, donc le Congo, le Rwanda, le Burundi, en tant que gouvernement. Là, je me pose déjà la question de savoir pourquoi justement la Belgique a mis en place une commission qui concerne les 4 pays, mais n'a pas inclus les 3 pays colonisés. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. OK, on ignore les 3 pays colonisés peut-être parce que soi-disant, bon, les gouvernements ne sont pas stables. Il y a toutes sortes de reproches qu'on peut faire à nos chefs d'État, à nos gouvernements respectifs. Mais alors, pourquoi ne pas inclure, ne fût-ce qu'une diaspora qui est active, la diaspora afrodescendante des 3 pays, le Rwanda, le Burundi, le Congo? Pourquoi faire des choses en aparté et vraiment se dire on va résoudre le problème de la colonisation rien qu'avec les partis politiques qui sont déjà opposés entre eux et qui n'auront jamais de consensus parce que chacun tire l'audra de son côté. Et ça, c'est très problématique. Où est-ce qu'on va aller avec ce genre de commission qui ne considère que la politique belge et pas les autres politiques des pays colonisés ou alors la société civile afrodescendante? Je me pose encore des questions et je ne sais pas si Séverine pourra me répondre. Merci. On va peut-être donner la parole à Dido et ensuite il y a Christophe Marchand également qui a demandé la parole. Voilà, pour rebondir à ce lien justement d'une commission mixte,
il faudrait se dire que justement, encore une fois, il faudrait démontrer, et encore s'il faut démontrer, parce que je crois que c'est tellement flagrant, que les conséquences de la colonisation, regardez en Afrique, la plupart des guerres sont justement issues des problèmes liés à la colonisation. Regardez au Rwanda, ce qui se passe entre les Hutus et les Tutsis, c'est lié directement à cette emprise de la colonisation. Ce qui se passe à l'est du Congo, ce qui se passe au Burundi, c'est la même chose. Tous les crimes et toutes les guerres qu'il y a chez nous ont un lien direct ou indirect avec la colonisation. Donc ça, à un moment donné, par rapport aux réparations, il faudra bien y réfléchir. Et voilà. On peut aussi parler quand Mireille nous a très très bien dit que justement, elle a tout à fait raison et je l'appuie. La décolonisation s'est jamais faite, même pas au Congo, même l'indépendance, ils nous l'ont volée. À partir du moment où des personnages sont levés justement pour donner l'indépendance à ces pays africains, on les a battus directement. Là, je pense à M. Patrice Lumumba, mais aussi, attention, parce qu'on ne dit pas souvent, à M. Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui sont malheureusement très, très, très peu connus. Et ces trois personnages-là, un était le Premier ministre, l'autre était le chef de l'Assemblée nationale et le troisième était le représentant de l'armée. Donc, c'était les trois postes les plus importants pour un pays et on les a abattus et ils ont même recontrôlé cette indépendance. Donc, même l'indépendance a été faite sous le contrôle, encore une fois, de la Belgique. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont une emprise totale. Et je suis d'accord qu'il faudrait avoir une commission mixte. Mais il faudrait, et moi je pense que les choses ont changé dans certains pays, mais il faudrait aussi que les États africains, le Congo, le Burundi et le Rwanda, expriment leur volonté et leur courage justement de mettre ces sujets-là sur la table. Mais attention, il y a toujours ces rapports de force, ces rapports économiques, ces rapports qui fait que voilà, si tu me parles trop de ça, ben demain tu n'auras pas l'aide financière et les appuis par rapport à X, Y, Z. Et je pense que la dignité, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et j'aimerais demander à nos politiques de ces trois pays de prendre eux aussi le courage. Autant que le milieu associatif, on fait notre part des choses, on se bat, on manifeste, on fait les choses avec les moyens qu'on a, mais il faudrait aussi qu'on soit appuyé, qu'on soit soutenu par nos pays et nos politiques. Et ça, je pense qu'on crée des liens et que les choses doivent changer par rapport à ça. Mais cette commission mixte pourrait être une des solutions si jamais il y avait cette franchise et cette réelle volonté d'abord des pays africains de mettre la Belgique face au fait accompli. Je pense que c'est la Belgique qui a fait cette commission. Est-ce qu'elle est réellement prête, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure d'Ecolo, est-ce qu'elle est vraiment prête à accepter justement et à se regarder face au miroir et d'accepter justement ces crimes qu'elle a fait dans le passé pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir se réconcilier? Il faut oser se dire la vérité. On dit souvent une vérité avouée est à moitié pardonnée, mais on dit souvent séparer pour mieux régner. Ils nous ont séparés et aujourd'hui c'est comme ça qu'ils gèrent encore, qu'ils contrôlent encore l'Afrique. Merci Lido. Christophe Marchand? Très rapidement, c'était par rapport à la question de cette commission mixte qui touche en fait à la question qui a déjà été évoquée de l'intersection, qui touche à la question de la réconciliation entre les États colonisateurs et les États colonisés. Je pense que le professeur Moudiala a évoqué cette question tout à l'heure. Je pense que c'est une question qui est liée à la fois au droit international, mais aussi à la diplomatie, dans le sens où je pense qu'il est naturel que la commission, puisqu'on parle d'elle dans le cadre de ces conclusions, doivent arriver à conceptualiser, que ce soit par le biais d'un tribunal de justice transitionnelle avec les États concernés, mais doit arriver à conceptualiser une coopération dans les deux sens entre l'État belge et l'État congolais, l'État rwandais, l'État burundais, et on doit réfléchir éventuellement à la conclusion de traités, de conventions internationales nouvelles qui sont à conceptualiser pour mettre en œuvre justement ces processus de réconciliation, de réparation, et que ce soit un processus dynamique entre les anciens États colonisés et les anciens États colonisateurs. On t'a perdu 2 secondes, mais ça va. Il y a une question qui sera peut-être intéressante, peut-être pour Christophe Marchand toujours. Quel est l'intérêt de passer par une telle commission plutôt que de passer par les tribunaux?
Mais juste brièvement, parce que je pense qu'il y a d'autres qui peuvent répondre à cette question. Mais donc, nous, en effet, on est occupé avec le cabinet d'avocats à faire des procès actuellement sur les questions qui vont être débattues par la commission. Parce qu'on considère qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que la commission rende ses conclusions pour que la justice soit rendue déjà actuellement. Et donc, moi, je pense qu'on est dans un processus aussi dynamique entre les procès en cours, que ce soit le procès pour l'assassinat de Patrice Lumumba, que ce soit le procès pour l'indemnisation pour les souffrances des enfants métis. On est dans un processus aussi d'interaction entre le judiciaire et le parlementaire, et que lorsque le parlementaire, donc le travail législatif, est en retard, notre méthode, on va dire, c'est de saisir le pouvoir judiciaire pour qu'il vienne demander à l'État belge de rendre des comptes de son inaction parlementaire. Et donc, il y a une interaction, et ce que l'on souhaite, c'est que l'État belge puisse à un moment donné apporter la réparation, soit en exécutant des décisions judiciaires s'il est condamné, soit en prenant des lois, sans parler de toute la question de la justice transitionnelle qu'a évoqué Montoy. Merci. Une autre personne voudrait peut-être réagir sur cette question? Moi, je pense que tout à l'heure, quelqu'un, je crois que c'est l'avocat qui l'a dit, c'est que les parlementaires ont comme mission de faire des lois. Donc, et je pense qu'il a aussi raison. On ne doit pas attendre que les parlementaires fassent des conclusions pour qu'on change les choses et qu'on attaque en justice ce qu'il faut. Donc, il y a un tribunal pour Patrice Lumumba, mais je répète, il n'y a toujours pas de tribunal pour M. Maurice Okito et ni pour Joseph, excusez-moi, pour Joseph Okito et Maurice Mpolo. Mais ce que je dis aussi, c'est que cette commission pourrait avoir un vrai sens si jamais on reste optimiste et que derrière ça, il y a des lois qui sortent, des lois qui nous protègent, nous, des lois qui attaquent justement les propos racistes, les gens qui chantent des chansons racistes, qui attaquent les discriminations à l'emploi, qui attaquent une fois que quand on se présente à un emploi ou un appartement, on nous dise non. Et si on peut le prouver, ce qui est très difficile, mais il faudrait que les gens puissent avoir quelque chose qui nous protège réellement. Mais pas voilà, il nous faut des lois qui nous protègent et aussi contre ces policiers justement qui utilisent leur violence et leur uniforme pour justement à chaque fois s'attaquer toujours vers les mêmes communautés racisées. Donc on a besoin de lois qui nous protègent. On doit se sentir, nous, citoyens belges, protégés aussi par la loi belge. Voilà, ça c'est ce que moi je pense. Mais il ne faut pas attendre que la commission amène ces lois parce que voilà, il faut porter plainte. Et ce qu'on fait trop rarement, il faut qu'on porte plainte, il faut qu'on s'organise et il faut qu'on s'appuie parce que ça coûte très très cher. Je pense à la famille de Lamine, une victime de violences policières racistes. Voilà, après toutes les requêtes, après avoir voilà, ça ne va pas parce que les lois aussi c'est pas assez. Il faut qu'on ait un réseau beaucoup plus fort que ça. Et ça passe aussi par l'économie. Il faut qu'on apprenne, nous, nos communautés, à avoir des appuis économiques pour se soutenir l'un envers l'autre quand quelqu'un est victime. Parce que l'État, eux, ils ont une structure, ils ont des financements et ils ont un système qui travaille pour leur intérêt. Et leur intérêt, malheureusement, suit des lois racistes. Merci Dido. Je vais prendre une dernière question, ensuite je laisserai la parole à Liliane. Allez, il y a, on ne sait pas qui c'est, qui dit « On a parlé de l'histoire coloniale. Dans l'espace public, les statues représentant le roi Léopold ont souvent été prises pour cible pour des mouvements luttant contre le racisme. Quelles sont vos positions sur ce mode d'action, sur l'importance de la représentation de l'histoire coloniale au sein de l'espace public ?» Qui voudrait réagir à cette question? Oui, Séverine. Je vais d'abord répondre à cette question-là et puis après, si vous m'en donnez le temps, peut-être réagir aux autres questions qui ont été abordées juste avant. Par rapport au statut, donc peut-être juste rappeler que ça fait partie des questions exploratoires de la Commission, de savoir si décoloniser l'espace public est quelque chose qui doit être entrepris de façon structurelle au niveau de l'État belge. Donc on va se confronter à cette question. Mais alors à titre personnel ou à titre d'écologiste, nous on a une position
pour l'instant qui est la suivante. C'est que d'abord, on pense qu'il faudra avoir un inventaire clair sur tous les espaces qui portent les stigmates de la colonisation. Ils sont très nombreux, mais en fait, on n'a même pas d'inventaire. Et qu'après, il y a un vrai débat mené avec la société civile et les experts liés à l'histoire, de voir quelle partie on voudrait, le cas échéant, garder et comment. Je ne suis pas du tout dans la politique de dire on doit tout garder et contextualiser, comme si une petite pancarte allait expliquer le tout, mais il y a quand même sûrement des choses à faire avec des artistes concernés qui peuvent mettre en perspective les lieux qu'on choisirait, le cas échéant, de garder. Mais donc, nous, notre position, c'est un inventaire et un débat large public sur cette question-là. Je voudrais juste réagir, si vous me laissez, vous m'interrompez quand vous le souhaitez, hein, sans aucun une minute et on laisse les autres peut-être parler. Ok, par rapport à ce que Juliette Nijimbere disait tout à l'heure, j'entends, hein, mais de nouveau, il ne faut pas mettre tout l'espoir de la commission sur les épaules de cette petite liste d'experts qui doit faire l'état de la question. Ils ne font pas un travail politique, ils font un travail pour répertorier. Alors évidemment, ce n'est pas neutre, mais le vrai travail politique, il se fera après et il se fera avec les représentants de toutes les diasporas et aussi des personnes concernées qui vivent aujourd'hui dans les pays anciennement colonisés. Et puis, dernière réaction à ce que M. Lacama disait, les lois antidiscrimination en Belgique sont bonnes. Et donc, le problème là n'est pas tellement de faire des nouvelles lois, il y a toujours des choses qu'on doit améliorer, mais c'est de les faire appliquer. Là-dessus, vous avez tout à fait raison, on a un vrai problème pour faire appliquer les lois d'accès au logement, de lutte contre les violences policières racistes, etc. Mais donc, les leviers législatifs sont présents, il faut maintenant se donner les outils pour les mettre en place. Merci de votre patience, je cède la parole. Merci. Il y a Juliette qui voudrait commenter et également Mireille. Merci Fiona. En fait, je voulais réagir un peu sur la décolonisation des espaces publics et plus précisément les statuts de Léopold. Parler de cela ou alors discuter sur la présence ou la non-présence de ce statut-là, par exemple, de cette statut-là, ça dépend de comment on prend ce personnage, comment on le considère. Est-ce que dans les milieux politiques belges, on considère Léopold comme leur héros? Ben, il y a une grande partie, une majorité de la population belge qui considère que Léopold était un héroïque et d'ailleurs tout ce qu'il a pu amener ici en Belgique et toute la richesse de la Belgique qui vient du Congo, c'est normal que ce soit leur héros. Maintenant, la manière dont il a agi pour justement avoir cette richesse, c'est cette manière-là qui devient un tabou pour la plupart des Belges et qui n'est même pas enseignée dans les écoles. Les écoles manquent d'informations sur le personnage de Léopold. Il n'y a pas un seul élève qui sait que Léopold II a institué un système qui coupe les mains aux Congolais et toutes les atrocités qui ont eu lieu. Et du coup, nous, en tant qu'afro-descendants, ce personnage-là, c'est quelque chose qui nous fait peur. Un descendant d'un Congolais qui a été coupé, dont les mains ont été coupées, pour lui, il voit ce personnage comme, oui, quelqu'un qui fait peur. Et donc, il faut l'enlever. N'importe où on peut le trouver, il faut l'enlever. Oui. Merci. Merci beaucoup, Juliette. Alors, une dernière parole à Mireille et on va clôturer parce que je devais passer la parole à 40, mais je suis en retard. Voilà. D'accord, donc je vais brièvement aborder deux petites choses. La première sur les statuts de Léopold II. Je ne sais pas si on se souvient que Hitler a amené de très bonnes choses. Hein. Je dis ça ironiquement, bien sûr. Par exemple, sur la question de la médecine,
sa politique horrible a permis de faire avancer la médecine de façon rapide sur certains domaines, par exemple le domaine gynécologique, etc., en ayant des cobayes juifs maltraités, violentés, tués dans tous les sens. Il y avait des statues comment dirais-je, de Hitler pendant l'Allemagne nazie. Ces statues ont été enlevées. Donc, bien sûr, on peut avoir une personne, une figure régalienne nationale qui a apporté des choses intéressantes pour faire avancer un pays, voilà, des technologies qui sont vendues après, etc. Mais non, il n'en reste pas moins que l'aspect éthique de ce personnage, ou les aspects même on peut dire moraux de ce personnage doivent primer à un moment donné. Et quand on érige une statue, c'est pour applaudir l'action de la personne qui est représentée, pas pour l'analyser ou le mettre en perspective, pas du tout. Ça, c'est ce qu'on fait à l'école et au musée. Donc, à un moment donné, il faut faire la différence entre histoire et mémoire. La mémoire, c'est ce qui est remanié en permanence avec les nouvelles personnes, la diversité de la société. Donc, on interprète l'histoire collectivement et si on décide que telle chose était bien, on la met en avant, que telle chose était mauvaise, on la met de côté. Et l'histoire, c'est ce qui se fait de façon la plus objective possible, même si c'est jamais possible, qui se fait à l'école, à l'université, dans les musées, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on mélange un peu le tout, que nous sommes dans un temps où nous devons refaire Belgique ensemble avec une mémoire partagée visible dans la ville, et on est en train de confondre ça avec une volonté éventuellement d'effacer l'histoire. Donc, j'ai essayé d'être bref, mais c'est très difficile. Et la dernière chose, je voudrais dire que si l'on reconnaît l'importance du travail d'utilité publique des associations, notamment des racisés, qu'est-ce qu'on fait pour les valoriser ? Les subsides, la discrimination aux subsides que vivent ces associations-là est implacable. Les menaces d'arrêt des petits subsides sont implacables. Moi, on me dit, tu parles de ça, on te coupe tel subside. Donc, à un moment donné, il faut aussi mettre en adéquation le constat que c'est grâce à ces associations qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience collective, médiatique, politique, etc. Et que la nouvelle classe politique qui est en train d'émerger, là, notamment du Parti écolo, mais pas que, devrait prendre conscience que les programmes de financement, je parle des programmes qui payent des emplois, des locaux, etc., les programmes stables et structurels de financement devraient aussi être décolonisés et faire preuve de diversité. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, faire des petits trucs à 5 000 € avec les policiers et les jeunes qui tapent à la baballe, à un moment donné, ça ne déconstruit pas les questions raciales. Un tout grand merci. On va clôturer là-dessus. Merci aux participants. Je vais donc donner la parole à Liliane. À toi l'antenne. Merci Fiona et un tout grand merci à vous tous et toutes. Je voudrais juste faire quelques liens par rapport à ce que j'ai entendu et faire le lien aussi avec l'objectif de la conférence qui, comme on l'a dit au début, c'est vraiment d'essayer de comprendre dans quelle mesure nous avons affaire à des opportunités qu'il faut saisir. Et je trouve que vraiment avec cet exemple de la Belgique, on a vraiment un cas concret dans lequel on plonge. Et comme les différents intervenants nous disent, effectivement, cette commission, théoriquement, elle semble être une opportunité parce qu'il y a une mise en lien entre les inégalités structurelles présentes et le passé colonial, et il y a beaucoup de mais. Et là, je m'appuie sur ce que vient de dire Mireille. C'est un dispositif qui est dans un contexte où les discriminations tant sont omniprésentes, tant dans le contexte de l'accès à certains financements pour les associations, tant dans un contexte de discrimination, de violence policière. Et donc, du coup, c'est un dispositif qui a des limites, et d'autres limites ont été rappelées par Juliette et par Dido. En ce qui concerne l'inclusion des personnes, des diasporas dans le contexte de cette commission, ont également été rappelés par Moutoy sur la manière dont on peut intégrer les différents pays et les États et les populations d'anciennes colonies. Et je trouvais intéressant de rattacher ça à ce que disait Christophe Marchand sur ce dispositif de la Commission. C'est
un dispositif par rapport à d'autres initiatives qui peuvent être en complément. Et les procès peuvent être quelque chose qui vient en complément à cette commission. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut je ne vais pas dire se rendre à l'évidence, mais que c'est un dispositif parmi tant d'autres initiatives qui ne doivent pas s'arrêter, qu'on doit continuer à nourrir ce combat. Et la commission spéciale sur le passé colonial ne constitue qu'un champ de bataille parmi tant d'autres. Et je pense vraiment que voilà, on pourra peut-être approfondir toutes ces questions, mais je pense qu'il faut qu'on pense maintenant à aller dans une autre table ronde pour écouter ce qui se passe en Allemagne. Et Ama Edo va mettre le lien sur le lien Zoom concernant la table ronde qui va suivre. Et je vous invite à nous y rejoindre dans un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure. Et un tout grand merci donc à vous pour vos interventions et vos contributions. Un tout grand merci donc à toute l'équipe derrière qui traduit et qui gère tous les enjeux techniques. Et pour le public, donc c'est à 16h15, pardon, j'ai fait une petite erreur pour le début de la table ronde. Un très grand merci à vous.